En fait, le point de départ de l'exposition, c'est une étude des collections de moulages du Musée des Monuments Français et plus spécifiquement les moulages de la cathédrale de Reims. Cette étude m'a amené à m'intéresser de manière assez approfondie à l'histoire de l'institution, de ce musée de sculpture comparée, donc l'ancêtre du Musée des Monuments Français, pendant la Première Guerre mondiale, et également donc à chercher à comprendre exactement quel avait été le rôle de notre institution. Il faut bien avoir à l'esprit que le musée de sculpture comparée pendant la Première Guerre mondiale est un musée, c'est le musée de la Commission des monuments historiques. Il dépend directement du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et Camille Enlard donc va précisément utiliser les collections pour les instrumentaliser et chercher finalement à organiser la première exposition sur le vandalisme allemand. Il va donc utiliser les collections, désigner certains moulages pour pouvoir créer une sorte de chronologie, une histoire finalement des antagonismes franco-allemands. Camille Enlard est un homme qui est profondément investi dans sa démarche. Il est, dès le départ, en fait, dès le premier jour de la guerre, en fait, dès le 4 août, dès le 3 août 1914, il va immédiatement en fait, réserver en fait, les moulages qui se trouvaient au centre des galeries, les mettre de côté pour pouvoir éventuellement transformer son musée en véritable hôpital. C'est donc un homme qui entre dans la guerre avec un certain empressement et finalement il va mener la guerre au musée à défaut de combattre dans les tranchées. Pendant la Grande Guerre, Paris n'est pas une ville occupée. Il se passe en fait énormément de choses à Paris pendant cette période. La vie artistique et culturelle reprend de façon très rapide en fait dès la fin de l'année 1914. Les théâtres rouvrent, certains musées organisent des expositions, Sacha Guitry triomphe, les ventes à l'hôtel Drouot reprennent, donc il y a une intense activité. Évidemment, certains établissements comme le Louvre sont fermés parce qu'on nécessite en fait de mettre à l'abri les collections nationales. Donc les collections du Louvre vont être envoyées à Toulouse. Mais d'autres établissements comme le Petit Palais par exemple remisent leurs collections au sous-sol et vont consacrer leurs espaces à des grandes expositions de propagande ou à des expositions de charité. Donc c'est comme ça qu'est organisée justement l'exposition du patrimoine blessé en 1916. Ces expositions, en fait, ont une grande importance, ont même un rôle capital dans la propagande de guerre parce qu'elles permettent de diffuser énormément d'images et tout un imaginaire de la guerre aux visiteurs. On présente à la fois des œuvres, des objets, des photographies qui documentent justement la situation de la guerre avec un accent fortement, anti-allemand. Ces expositions, en fait, sont des médias très, très importants, dont l'influence est sans doute comparable à celle des journaux à la même époque, parce qu'elles mobilisent véritablement la population en guerre. Les deux expositions parisiennes, celle de 1915 au Trocadéro et celle de 1916-1917 au Petit Palais, vont faire école. On va assister, à partir de 1918 notamment, à la volonté de créer à la Villa Médicis, donc à Rome, une exposition fondée sur la présentation de moulages, comme ça avait été le cas précisément en 1915 au Trocadéro, donc des moulages provenant donc de sculptures dévastées en fait pendant la guerre, notamment de la cathédrale de Reims. On voit donc finalement que le modèle de l'exposition créée par Camille Enlard, finalement, va connaître un développement à l'étranger. Et Camille Enlard, à ce titre, est partie prenante en fait, du projet. L'autre grande exposition, c'est une exposition itinérante qui est organisée donc, aux États-Unis, une exposition où on va chercher à présenter une sélection d'œuvres du Petit Palais. Dès 1917, c'est la Maison de la Presse en fait, qui est l'organe en fait, de propagande du ministère des Affaires étrangères, qui va chercher justement à choisir quelques objets donc, faciles à transporter pour les emmener donc, outre-Atlantique et les présenter dans le cadre de ce qu'on a appelé en fait, une grande exposition sur le vandalisme allemand. À défaut, en fait, cette exposition ne verra pas le jour. Mais néanmoins, les objets vont itinérer dans le cadre des War Expositions, en fait, des expositions de guerre donc, à travers les États-Unis.
On voit donc par exemple la croix de Revigny-sur-Ornain, l'une des œuvres phares de l'exposition du Petit Palais, itinérer donc à travers les États-Unis et être reconnue par la presse comme une sorte de symbole. Il existe quelques images où on la voit par exemple face au drapeau français et au drapeau américain. Dans d'autres cas, des photographies où la croix est tenue par les GI comme une sorte de symbole. Et cette croix, précisément, donc, va faire grand bruit et attirer donc, toute l'attention de la presse. La croix de Revigny ne reviendra jamais en France. Elle a manifestement été perdue sur le sol américain. C'est une image qui vise à convaincre. Elle doit être facile, claire, très lisible. Et dans l'exposition, nous présentons en fait de nombreuses images qui ont été utilisées justement dans le cadre de la propagande française anti-allemande. L'image en fait devient le support d'un discours idéologique et culturel visant à stigmatiser l'ennemi. Il y a en fait de très nombreux types d'images qui ont servi à la propagande, à la fois des œuvres d'art, mais aussi des sculptures photographiées, des revues illustrées, des cartes postales. Donc on a vraiment en fait une grande quantité de types d'images qui servent justement à mobiliser dans la guerre. Finalement, on se rend compte que tout cet ensemble en fait permettrait finalement un peu de constituer une sorte de musée imaginaire du patrimoine en guerre, un peu dans une sorte de préfiguration de ce que André Malraux formulera plus tard. L'exposition nous rappelle que l'esthétique de la ruine a été particulièrement réactualisée pendant la Grande Guerre, suite évidemment aux nombreuses destructions patrimoniales et bien sûr celle particulièrement emblématique de la cathédrale de Reims en septembre 1914. Des critiques d'art et des historiens de l'art vont s'intéresser au supplément d'âme finalement que la ruine apporte à l'objet. C'est cette idée que peut-être que la fragmentation, la destruction peut accentuer la dramaturgie des objets et donc de fait cette dramaturgie va être instrumentalisée à des fins de propagande. Une autre question très intéressante qui rejoint celle de la ruine est la question de la blessure. D'ailleurs on va beaucoup évoquer donc le patrimoine blessé et mutilé. Il est évident qu'à cette époque c'est une question d'actualité puisque la guerre crée évidemment des soldats blessés, des mutilés de guerre et donc on va tendre aussi à héroïser la blessure, qu'il s'agisse du patrimoine blessé ou des soldats revenus mutilés des tranchées. Il y a un autre point qui est très intéressant sur cette question de l'esthétique de la guerre, c'est la question du noir et blanc et de la couleur. On a souvent tendance à penser la guerre en noir et blanc parce qu'elle a été beaucoup photographiée, mais la guerre c'est aussi pensée et diffusée en couleur, que ce soit en fait au travers des travaux d'artistes au front qui ont fait des aquarelles, qui ont montré le patrimoine blessé, justement les ruines en fait de la guerre en couleur, mais on s'aperçoit aussi que la couleur a été vivement utilisée dans la propagande de guerre, par exemple pour renforcer justement le pouvoir d'une image ou la force d'un slogan. Donc en fait cette couleur est extrêmement importante dans l'imaginaire de la guerre. Que dire de l'émotion patrimoniale? En fait, c'est peut-être la base, le thème principal peut-être qu'a souhaité développer Paul Ginesti en 1916 au sein de l'exposition du Petit Palais. Lorsque l'on étudie les archives ou qu'on lit les articles publiés par Paul Ginesti lui-même, on voit finalement qu'il cherche à présenter des œuvres, des œuvres poignantes, fondées essentiellement donc, sur une recherche de pathétique et de pathos. L'émotion patrimoniale, en fait, est au cœur de l'actualité aujourd'hui. On le voit donc à travers les destructions par exemple du musée de Bagdad, mais également, plus récemment, les destructions du site de Palmyre. Cette émotion patrimoniale, elle se ressent et elle est également montrée. Il y a eu par exemple en 2011 une grande exposition à Rome intitulée Syria, Splendore et Drama, Splendeur et Drame, dans lequel on a précisément donc souhaité montrer, en amplifiant justement cette dimension pathétique, exactement comme l'a fait Paul Ginesti en 1916, à travers non seulement la présentation de photographies, mais également parfois même des boulis de matériaux qui font écho finalement
aux images de destruction, comme pour donner corps finalement à ces images.